Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. C'est bientôt la fin des vacances scolaires et les enfants risquent d'être particulièrement déçus à la rentrée. À partir de lundi, ils devront à nouveau porter le masque dans les écoles. Dans les départements que vous voyez en jaune sur cette carte, ils sont tous concernés, notamment la Moselle et le Bas-Rhin. Raison de plus pour qu'ils savourent leur dernier jour de vacances. À Mosaïque Cristal, pas de congé, voici les titres du JT. Accueil pour les familles des détenus. Avant d'accéder au parloir, les proches de ceux qui sont en détention à la maison d'arrêt de Sarreguemines ont désormais accès au foyer aménagé dans l'ancienne maison du directeur. C'est l'association Victor Hugo qui se charge du fonctionnement du lieu. Les mésanges seraient-elles l'arme fatale contre les chenilles processionnaires? Encore faut-il réussir à les attirer pour qu'elles puissent ensuite jouer leur rôle de prédateurs. À Sarreguemines et dans les villages alentours vont être installés 500 nichoirs à mésanges financés par le Crédit Mutuel. Il n'y a pas d'âge pour nettoyer la forêt. Armés de sacs poubelles, une vingtaine d'ados ont sillonné la forêt du Bourolz à Sarreguemines. Ils font partie du conseil municipal des jeunes, de l'IME ou encore du club de lutte. La pratique avant le spectacle. Toute cette semaine, les jeunes vacanciers de 11 à 18 ans s'initient à l'art et à la culture à Sarreguemines. Clôture des animations vendredi avec un spectacle au casino des Faïenceries. Spectacle de grande envergure au Galaxy d'Amnéville. 700 choristes étaient sur scène, dirigés par Jackie Lox et accompagnés par des stars pour retracer en chanson l'épopée de l'évacuation des Mosellans en 1939. Et aujourd'hui, dans sa chronique, Uranie s'intéresse au monde de la justice et plus précisément à un projet de loi. Tout à fait, celui sur les procès filmés. Il faut savoir que depuis 1987, seuls les procès dits historiques ont le droit d'être filmés en France et ça pourrait très certainement changer. Presque une révolution en perspective. Tu nous expliqueras ça dans quelques minutes en détail. Et puis côté mag, on vous embarquera dans les coulisses d'un restaurant scolaire, la cantine des collégiens de Sarralbe. Mais on commence cette émission avec l'actu et une inauguration. C'était des locaux qui manquaient à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Depuis le mois de mai de cette année, un nouvel accueil pour les proches des détenus a été aménagé. Hier après-midi a eu lieu l'inauguration. Retour sur l'événement avec Thomas Drouin et Thibaut Desmerlet. Être incarcéré, cela ne veut pas dire ne pas voir sa famille. À la maison d'arrêt de Sarreguemines, le sous-préfet Christophe Salin était en visite mercredi après-midi. Il était présent pour découvrir un nouvel aménagement mis en place pour accueillir les proches des détenus. Et tout le travail de l'administration pénitentiaire moderne, c'est de participer dès l'accueil d'une personne condamnée à un projet de réinsertion. Et ce projet de réinsertion, vous le savez tous, passe par la conservation et l'entretien des liens familiaux ou amicaux. Jusqu'à présent, les familles devaient attendre devant la porte, une situation qui était peu confortable, mais depuis mai 2021, elles peuvent être accueillies dans ces locaux installés dans l'ancienne maison du directeur. Et on ne doit pas porter de jugement, et encore moins condamner les familles ou les personnes qui viennent rendre visite aux personnes incarcérées parce que malheureusement, bien souvent, elles sont aussi quelque part un peu victimes. La Borne Bleue permet de prendre des rendez-vous pour le parloir. C'est une association indépendante qui se charge de faire fonctionner cet accueil et de recevoir les familles dans les meilleures conditions. Le fait d'accueillir les gens dans des locaux agréables feront, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça qui compte, mais que les personnes se rendent compte qu'ils soient acceptés et qu'ils arrivent dans un endroit agréable pour ensuite qu'ils ne sont pas jugés. Une nouveauté qui fut la bienvenue. Cet aménagement manquait à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Ce manque est désormais comblé. Du neuf dans le secteur de l'automobile, le véhicule Grenadier d'Ineos Automotive qui doit être construit à un bar refait parler de lui. Profitant de la COP26 à Glasgow, la firme met en avant le véhicule dans sa version hydrogène. Une photo ainsi qu'une vidéo circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux. La presse spécialisée table sur une commercialisation du véhicule dans cette version hydrogène pour 2023. 500 nichoirs à mésanges vont être installés dans plusieurs lieux de Sarreguemines, comme la forêt du Bourolz ou encore le parc municipal, mais aussi dans les villages alentours. Ils permettront d'éviter la prolifération des chenilles processionnaires. Explication dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Des nichoirs comme celui-ci, vous pourrez en observer des centaines à Sarreguemines et ses alentours. Ils ont été fabriqués localement au CHS de Sarreguemines avec du bois venu de Montbronne.
C'est un don du Crédit Mutuel de Sarreguemines à la ville. Des nichoirs à mésanges. Pourquoi ? Eh bien car elles sont le plus grand prédateur des chenilles processionnaires. La mésange peut manger environ 600 chenilles processionnaires par jour, un moyen de lutter contre la prolifération de leurs poils urticants au printemps prochain et d'éviter ainsi la fermeture de nos forêts pendant cette période. Mais pour que les mésanges viennent bien s'y installer, des règles sont à respecter lors de la pose des nichoirs. Ils doivent notamment être situés à au moins 2,50 m de hauteur et être orientés sud-est. Là, en plus, on voit l'installation du nichoir. Là, ce qui est sympa, c'est qu'il n'a pas été installé sur la branche. On pourrait dire que la branche peut être un reposoir pour le nichoir, mais c'est l'inverse parce que les oiseaux ont des prédateurs. Le chat domestique, le premier, la martre en forêt, la martre très fine, l'écureuil aussi, qui est adorable, mais qui est un prédateur d'oiseaux. Et si on met une branche sous le nichoir, les prédateurs peuvent utiliser cette branche pour s'asseoir tranquillement devant le nichoir et essayer de mettre la patte à l'intérieur du trou d'envol pour en extirper les oisillons. D'autres nichoirs devraient être fabriqués, mais pour le moment leur construction est stoppée en raison de la pénurie de la matière première, le bois. On reste en forêt, mais pour parler de détritus, malgré la multiplication des opérations de nettoyage des villages et des forêts, de nombreux déchets polluent encore l'environnement. Hier après-midi, les membres du conseil municipal des jeunes, l'IME du Himmelsberg et des lutteurs du club de Sarreguemines se sont retrouvés au Bourrolz pour y ramasser les déchets. Marie-Morgane Pires les a suivis. Armés de sacs poubelles, une vingtaine d'ados a arpenté les sentiers de la forêt du Bourrolz. Ils étaient accompagnés par les animateurs jeunesse de la ville de Sarreguemines, de l'entraîneur du club de lutte ou encore par leurs parents. Leur objectif, enlever un maximum de déchets en une après-midi. Un représentant de l'ONF, l'Office national des forêts, était présent pour partager des informations avec les jeunes et leur expliquer l'importance de prendre soin de l'environnement. Et ça passe par un geste simple, jeter ses déchets à la poubelle. Les canettes, tu les mets là. Oui, parce qu'il ne faut pas polluer la terre, c'est important de ramasser. Il faut penser à la génération future qui va récupérer ce que nous on a laissé et c'est mieux qu'ils récupèrent tout ça en bon état. En plus du ramassage des déchets, un groupe a également nettoyé l'aire de jeu. Les bancs et les tables ont notamment été remis à neuf. Là, on est en train de polir les tables pour enlever toute la crasse et éviter que les saletés s'accumulent et qu'après ça devienne irrécupérable. Une opération mise en place chaque année par le conseil municipal des jeunes. Autre occupation saine pour les jeunes vacanciers, de l'art et de la culture sont au programme à la maison de quartier de Beausoleil. C'est la semaine aux arts citoyens proposée par la ville de Sarreguemines. Thomas Drouin est allé y faire un petit tour, voici son reportage. On est en train de faire un personnage qu'on va exposer et en papier cellophane. Voici l'une des activités de cette semaine d'animation nommée Aux Armes Citoyens en cours à la maison de quartier de Beausoleil. Ici on prépare donc une sculpture en cellophane, quand à côté on s'exerce à la peinture et un peu plus loin à la cuisine. C'est aussi effectivement permettre à des jeunes de s'engager, c'est aussi mettre en lumière des jeunes talents, de futurs talents et proposer des activités à des jeunes isolés, donc d'où aussi l'occasion de le faire ici sur la maison de quartier Beausoleil pour essayer de proposer ces activités aux jeunes qui sont issus du quartier. Cette semaine d'activités dédiée aux activités culturelles et artistiques s'adresse à des jeunes de 11 à 18 ans. Ils sont une vingtaine à s'être inscrits auprès du service jeunesse de la ville, avec en point de mire un spectacle. Donc en fait c'est devenu une tradition aujourd'hui dans le projet Aux Arts Citoyens. L'idée de ce temps fort, c'est justement promouvoir les jeunes, c'est les mettre en valeur, les valoriser. Et donc du coup sur cette soirée-là, les jeunes vont montrer tout ce qu'ils ont appris tout au long de la semaine et donc à travers le théâtre, à travers de la danse, il y a aussi une exposition avec l'activité L'Art en s'amusant. Le spectacle est programmé vendredi 19h au Casino des Faïenceries. Et si on racontait l'évacuation en chanson? C'est ce qui s'est déroulé le week-end dernier sur la scène du Galaxy à Amnéville. Jackie Lox, son orchestre et ses choristes ont proposé à quelques milliers de spectateurs une fresque historique et musicale intitulée 1939, Soudain nous sommes partis. Jean Milon a assisté au spectacle. Elle attend que le monde change, elle attend que change.
Du haut de ses 14 ans, Gloria, découverte avec les Kids United, lance accompagnée des 700 choristes un show qui va durer plus de 2 heures. Sur scène, Madeleine, interprétée par la comédienne Florence Monge, raconte à Lily, sa petite fille, comment en 1939 sa famille de mineurs et elle ont dû tout quitter dans l'urgence. J'espère que j'ai rien cassé, je suis désolée mamie. T'inquiète pas, ce sont que des babioles achetées. Mais c'est plein de trésors mamie. De petits apartés théâtrales, entrecoupés de chants et de partitions de l'orchestre symphonique regroupant une centaine de musiciens. Un spectacle une fois terminé, largement à la hauteur des attentes. Un visuel superbe, un travail des choristes magnifique. C'était vraiment très bien. Formidable, un excellent moment, nous avons passé un excellent moment ce soir et c'était grandiose, j'allais dire, voilà. On attendait ça depuis 2 ans et ce soir on s'est déplacé et ça valait vraiment la peine d'être là. J'ai rarement vu un spectacle de cette qualité. C'était très bien expliqué, puis on a appris plein de choses. Et on l'attendait avec impatience. Et enfin il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, très bien. Pourtant, la préparation de l'événement n'a pas été un long fleuve tranquille. Les choristes ont été privés de répétitions pendant près d'1 an et demi, faute à la crise sanitaire. C'était pas évident de travailler sans savoir quand ça se ferait. On n'y croyait plus trop. Et puis que c'est fait et que finalement, on a assuré, je crois. Effectivement, la prestation, que ce soit des choristes, des musiciens ou des chanteuses professionnelles comme Isabelle Boulay, n'a pas laissé indifférent. Beaucoup de moments extrêmement forts et émouvants, j'en ai encore quelques frissons. Nos grands-parents étaient déportés dans la Vienne, donc tout ce qu'ils nous ont raconté, on vient de le revivre, avec beaucoup d'émotion. Des moments très émouvants, même en tant que choriste, on a terminé le concert avec les larmes aux yeux. Cette grande fresque historique, les 4000 spectateurs présents ce soir-là, la doivent en partie à Jackie Lox, le chef d'orchestre. C'est quelqu'un d'extraordinaire, il nous pousse à fond, pour voir quand il nous dirige, on sort nos tripes. Prenant de la première à la dernière note, le spectacle s'est terminé debout avec une Marseillaise retentissante et des applaudissements à n'en plus finir. Y aura-t-il bientôt des procès filmés retransmis à la télévision? Uranie nous explique tout sur ce nouveau projet de loi. Et je vous propose de démarrer avec un petit extrait d'abord. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Ce que vous venez de voir et d'entendre, c'est Hermann Göring en 1946 qui annonce qu'il se juge non coupable au procès de Nuremberg. Ce sont des images exceptionnelles qu'on peut retrouver en fouillant dans les archives de l'INA. Exceptionnelles mais accessibles aujourd'hui parce qu'à l'époque, on a jugé que c'était d'utilité publique de les filmer parce que c'était un grand moment historique. En visualisant ces images, même quelques secondes, j'ai eu pas mal de sentiments qui se sont mélangés. J'ai d'abord été curieuse, intriguée aussi, en colère de voir ces criminels de guerre assis ici. Et puis j'ai imaginé l'ambiance sur place, qu'est-ce qui se disait, comment ça se déroulait. Et j'ai transposé à notre époque, les procès du quotidien pourraient-ils être d'utilité publique s'ils étaient filmés et retransmis à la télévision? Et c'est une grande question et qui est d'actualité, d'autant plus qu'un projet de loi est en cours. Il est souhaité par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, depuis 2020. Oui, et en fait l'idée du ministère de la Justice, c'est de filmer les audiences au tribunal et de créer tout autour un programme télévisé régulier. L'Assemblée nationale a donné son feu vert en mai dernier, lors de la première lecture, et puis en septembre, c'est le Sénat qui a répondu favorablement, mais en entourant de quelques recommandations. Cela doit rester un outil pédagogique, informatif, scientifique et culturel, et pas de la justice, spectacle et du voyeurisme. L'objectif, c'est avant tout de rétablir la confiance dans notre institution judiciaire, mais aussi de créer un rendez-vous pédagogique avec les citoyens, parce qu'il faut le dire, il y a quand même une méconnaissance de notre système judiciaire. Alors qu'en pensent les principaux concernés? Voici leur avis. Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous et pour les citoyens de filmer des procès? Ça permettrait peut-être de diffuser un petit peu plus tout ce qui est le monde de la justice, qu'on voit à quoi ça ressemble, parce qu'on n'y connaît pas forcément grand-chose comme ça. Je pense que ça pourrait
en ressortir des points positifs. Et comme ça, on verrait la vérité en direct. Je pense que le procès filmé, ça permettrait d'avoir un recul parce qu'on peut revoir finalement ce qui s'est passé. Donc avoir un travail d'analyse qui serait fait sur ce qui s'est produit, les attitudes, les comportements, etc. Après, à mon sens, ça peut aussi enlever le côté spontané de ce qui se dit d'une plaidoirie. On pourrait peut-être plus voir comment le procès se tourne et tout ça, mais sinon pour des gens qui travaillent pas dans ce domaine, ça n'a aucun intérêt. Je pense que pour certains procès. Par exemple les grands criminels, les récidivistes, oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut vous apporter de voir un procès filmé? Le déroulement déjà, et puis surtout voir comment réagissent les avocats. Je pense à l'attitude, on peut déjà voir si quelqu'un est correct. On verrait plus comment déjà ça se passe, on comprendrait peut-être mieux après les verdicts. Et c'est vrai que c'est des métiers qui ne sont pas forcément vraiment connus si on ne va pas au tribunal ou qu'on ne va pas assister à une audience. Il faut que ça reste, à mon sens, quelque chose de constructif et qui puisse être un support qui soit crédible aussi dans ce qu'on en fait après. Le montrer pour le montrer, je ne sais pas, je ne suis pas certaine. Une petite précision quand même, les procès ne seront pas diffusés en direct, c'est quand même important de le préciser. D'ailleurs, toutes les modalités de captation et d'utilisation de ces images doivent encore être établies. Alors justement, est-ce qu'il y a déjà des pistes de réflexion de la part du ministère de la Justice concernant un cahier des charges en quelque sorte? Oui, quelques-unes, mais c'est encore un peu les prémices. Mais je vais d'abord laisser la parole à notre garde des Sceaux qui veut éviter à tout prix une justice spectacle. Première mesure pour éviter cela, une diffusion qui sera naturellement une diffusion lorsque l'affaire aura connu son épilogue définitif. L'affaire ait été définitivement jugée. Mais alors qu'en est-il de tout ce qui est de la vie privée et puis du droit à l'oubli ? Eh bien, ce qui est déjà acté, c'est l'anonymat des personnes enregistrées qui sera conservé et ne pourra être levé que 5 ans après la première diffusion des images ou 10 ans après la captation de ces dites images. Autre chose qui peut peut-être rassurer, il y aura toujours un accord au préalable écrit par rapport aux différentes parties du litige. Et puis sur place, lors de l'audience, c'est le président qui sera maître des lieux et qui pourra à tout moment stopper, reprendre l'enregistrement. Le Sénat a également fait évoluer le délai de rétractation, c'est important de le préciser, pour les personnes enregistrées. Au départ, c'était à compter de 15 jours, donc à compter du démarrage des audiences. Le Sénat a fait en sorte que ça aille jusqu'à la fin des audiences. Alors tout à l'heure, tu as donné un exemple en 1946, mais alors jusqu'à présent, les procès filmés n'ont finalement jamais existé en France ? Alors oui et non. Pour mieux comprendre, je te propose de faire un petit tour dans le passé. En 1954, suite à de nombreux débordements lors d'audiences, une loi interdit formellement de filmer un procès ou de les enregistrer. D'ailleurs, jusqu'à présent, c'était passible d'une peine jusqu'à 18 000 €. Alors, c'était surtout pour assurer la sérénité des débats et éviter le voyeurisme. Et puis, quelques exceptions sont apparues vers la fin des années 80, puisque le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, en 1985, décide d'autoriser la captation de certains procès dits historiques pour créer... Il y en a déjà eu quelques-uns en France du coup. Tout à fait. Et en fait, c'était pour créer des archives communes. Il y en a eu quelques-uns, une quinzaine d'audiences a été filmée. On pense notamment au procès de Klaus Barbie en 1987, au procès de l'usine AZF de Toulouse en 2009. Nous avons aussi plus récemment celui des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Et actuellement, il y a un procès très très médiatisé qui est en cours de captation, c'est celui du Bataclan. D'ailleurs, petite information, une web radio a même été créée pour les parties civiles qui n'ont pas la chance d'être sur place. C'est une web radio spécialement pour eux, en direct. Il faut savoir que d'autres pays le font déjà depuis plusieurs années, l'Espagne, l'Écosse, on pense aussi aux États-Unis. Et chez nous, le Conseil constitutionnel retransmet déjà ces audiences. On pense aussi à la Cour pénale internationale et la Cour des droits de l'homme, donc c'est pas vraiment nouveau. Et en France, du coup, on filme. Dans certains cas, on diffuse plus tard, on maintient l'anonymat. Est-ce qu'il y a finalement encore des points d'inquiétude ? Oui, beaucoup, et surtout parce qu'il s'agit de l'institution judiciaire. Je me suis positionnée en tant que citoyenne, je me suis posé des questions. Déjà, est-ce que moi, j'aurais envie de voir ce genre de choses ? Réponse plutôt mitigée. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Là, j'entends l'argument pédagogique du garde des Sceaux, et c'est vrai qu'on a toujours quelque chose à apprendre sur le système judiciaire, mais on peut aussi craindre, par exemple, un double procès médiatique, surtout avec l'apogée des réseaux sociaux. C'est très facile de juger à l'emporte-pièce, de sortir quelque chose de son contexte. On peut aussi penser que
avec la présence des caméras, eh bien, le comportement des gens peut changer. Alors, soit parce qu'on n'est pas à l'aise et donc on n'est pas spontané, soit au contraire parce qu'on joue des caméras. Autre point, qui va filmer, qui va diffuser? Pourra-t-on ressortir des extraits? Et si oui, la crainte est la suivante, eh bien que ça soit sorti de son contexte. Donc ça peut changer la donne. Il reste encore beaucoup d'éclaircissements à fournir là-dessus, mais il y a un fond derrière tout ça et le garde des Sceaux l'explique. Quelles sont les autres garanties? C'est qu'après la diffusion du procès, il y aura sur le plateau un magistrat, un avocat, un policier pour expliquer comment ça fonctionne. Pardonnez-moi cette familiarité, comment ça marche. Et on pourra également envisager des diffusions de procès sur une thématique déterminée. Alors bien sûr, il faut encore un encadrement très strict parce qu'on parle tout de même d'audiences qui sont autant des affaires criminelles que des affaires du quotidien. Donc ça peut nous toucher, toi comme moi aussi. On attend encore un décret qui permettra l'application de la loi. C'est comme ça que ça fonctionne. Des procès filmés, on peut le dire, c'est un petit peu paradoxal et assez ironique quand on y pense parce que la justice est représentée par une femme aux yeux bandés, symbolisant l'impartialité. Alors avec cette réforme, elle risque de retrouver la vue. Effectivement, et c'est une belle image. Merci Uranie pour toutes ces explications. Et vous savez maintenant pourquoi à Mosaïque Cristal nous ne couvrons pas les audiences au tribunal de Sarreguemines. On n'a pas le droit pour le moment. Dans un instant, on vous emmène à la cantine, au restaurant scolaire. Un casse-tête savamment orchestré pour que les enfants mangent des produits frais et des menus équilibrés. Ce sera juste après les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ça y est, on est passé à l'heure d'hiver et Halloween est derrière nous. Et les plus attentifs d'entre vous ne l'auront pas loupé, l'installation des décorations de Noël a déjà commencé. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour se plonger dans l'ambiance de Noël? Pour y voir plus clair, j'ai cherché sur une dizaine de sites différents et ils me proposaient tous la même réponse. Le plus tôt possible sera le mieux. Croyez-le ou non, mais installer ces décorations de Noël à l'avance permet d'être plus heureux. Notre cerveau se focalise sur une tâche amusante et qui nous fait plaisir et c'est un excellent moyen d'évacuer le stress. Ça nous rappelle également de bons moments et nous ramène en enfance. Et enfin, les bougies et les guirlandes nous apportent la chaleur et la lumière qu'on a du mal à trouver à l'extérieur. Et demain encore, le soleil sera très gris et des averses sont attendues. Et qui dit pas de soleil, dit faible température. Les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 7 à 10 degrés seulement. Demain, nous fêtons les Bertilles et il fera jour de 7h27 à 17h02. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Ordinateur, imprimante, réseau, IP Connexion vous dépanne où que vous soyez. IP Connexion, c'est aussi de la téléphonie IP, de la vidéosurveillance et de la domotique. La saison culturelle continue à Sarreguemines. Découvrez une trentaine d'artistes français et internationaux. Le quatuor Breaking Bases, Max Bird, Nora Hamzaoui, Christelle Cholet et bien d'autres. Des 3 spectacles achetés, bénéficiez d'un tarif réduit. Réservez vos billets dans le hall de l'hôtel de ville ou en ligne. Programme complet à retrouver sur sarreguemines.fr. Je suis appareillée et je comprends difficilement ce que l'on me dit au téléphone. De nombreux appareils auditifs sont maintenant compatibles Bluetooth. Ils peuvent être connectés directement au téléphone portable et vous pouvez profiter de vos appels téléphoniques directement dans les appareils auditifs. Du championnat de France de basket fauteuil. Suivez en direct le match qui oppose les Red Dragons de Metz à l'Iron Club de Toulouse. 2 équipes au coude à coude à la 3e et 4e place du classement provisoire. Pour ne rien manquer de cette rencontre, rendez-vous samedi à 17h sur Mosaïque Cristal et sur notre page Facebook. La pause de midi rime avec appétit. Chaque jour, plus de 20 000 repas sont servis dans les restaurants scolaires de Moselle. Le collège Robert Doisneau à Sarralbe fait partie de ces établissements. Le chef et son équipe relèvent le défi quotidiennement dans un timing bien millimétré. Ils mettent un point d'honneur à servir des produits frais et bio à plus de 360 élèves, tout en respectant les besoins nutritifs des adolescents. Le chef de la restauration scolaire nous a ouvert les portes de sa cuisine.
Immersion au cœur du restaurant scolaire Michel Roth, c'est signé Christelle Reviaco. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Régis François suit ce dicton à la lettre depuis 26 ans. Il est chef de la restauration scolaire au collège Robert Doisneau à Sarralbe. Pas le temps de chômer, dès 6 h du matin la livraison arrive. Mais pas n'importe laquelle, il s'agit de produits frais et bio qui seront dans les assiettes des élèves au repas de midi. Nous avons des crudités avec un pâté en croûte d'un boucher charcutier de Styrin ainsi qu'un roulé gitan. Pour accompagner le tout, j'ai commandé déjà lundi pour pouvoir le préparer hier du chou rouge bio afin de l'émincer, que ces cuissons longues, on verra tout à l'heure. Et pour le restant du menu, donc des pommes de terre et puis des fruits bio aujourd'hui que nous allons servir. Et la majorité provient de France. Les élèves ne sont même pas encore levés que la préparation du repas commence avec le reste de l'équipe. Pendant que la salade et les pommes de terre sont coupées et épluchées, le chef met les choux rouges à cuire. Là, je vais le mettre départ à froid pour blanchir le chou. C'est-à-dire une première cuisson montée en ébullition, égouttée, et après on le mettra vraiment à braiser, comme le chou rouge vient de chez nous. Et la viande part à la cuisson. Le prix de revient global d'un plateau repas en restauration scolaire en Moselle est équivalent à 2 €. Les élèves mangent une entrée, un plat et un dessert tous les jours. Le budget doit être respecté en fonction des menus et c'est une gymnastique au quotidien. Et pour arriver à maintenir ce budget, c'est une gymnastique pas évidente. Et ben, on fait des petits produits, par exemple on fait pommes de terre fromage blanc, les élèves ils adorent ça. Et ça nous revient un prix de revient pas trop cher. Le lendemain, par exemple, aujourd'hui, on va être un peu plus cher puisqu'il y a un roulé gitan, c'est déjà un produit élaboré, ça coûte cher, un pâté en croûte, en plus local. Pour les autres produits, le chef travaille avec le groupement d'achat Robert Schumann à Metz pour les produits de base. Mais à leur latitude, il travaille avec de nombreux producteurs locaux qui viennent notamment du Bas-Rhin, mais aussi d'Allemagne. Il est presque 8 h, les élèves arrivent sur les bancs de l'école. Pendant ce temps en cuisine, on continue avec la viande. Dans ce restaurant scolaire, comme partout en France, la loi Egalim du 1er novembre 2018 doit être respectée. Elle a plusieurs objectifs. Une meilleure rémunération pour les producteurs et une meilleure qualité de produits pour les élèves. À partir du 1er janvier 2022, le chef devra servir 50% de produits durables, dont 20% de bio. Mais nous, on a déjà dépassé ce stade-là, puisqu'on est pratiquement à 80-90% de produits frais, bio et locaux. En termes de fruits et légumes, maintenant, là où le bas blesse un peu, c'est les viandes, parce que pour l'instant, c'est très très cher. Et au niveau des producteurs aussi, il va falloir qu'ils s'adaptent, mais c'est en bonne voie. Pour l'instant, la marque MOSL n'est pas encore labellisée. Elle ne rentre pas dans le cadre de la loi Egalim. Les démarches sont en cours par le département pour l'intégrer. 10 h, c'est l'heure de la récréation. Les premières entrées sont disposées à la rampe. Et le chef finit la purée. Sans oublier le chou rouge qui est transféré dans les gastros. Et dès 11 h, le premier service commence. Bonjour, bon appétit. C'est bien connu, le repas de midi est attendu par tous les élèves. C'est le moment de la pause, mais ils reprennent surtout des forces. Mais quels sont les apports nutritifs nécessaires pour eux? Ils ont besoin de laitage, de protéines, sans oublier les autres. Et les légumes et les fruits, donc ça c'est important pour les apports en fibres et en vitamines. Les féculents, donc comme les adolescents sont en pleine croissance, ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc il faut les féculents puisque les sucres lents ce sont les principaux carburants du cerveau. Et le repas du jour cochait toutes les cases. Utiliser des produits frais et bio est un plus pour l'alimentation. Les produits bio donc utilisent moins de produits chimiques. Ensuite, moins de conservateurs, mais ce sont des produits qui doivent être consommés dans un délai relativement court si on veut conserver les apports en vitamines. C'est un plus surtout parce qu'ils ont plus de goût, ils ont plus de couleurs dans l'assiette. Les légumes qui sont cuisinés frais sont plus appétissants. Pour les adolescents, avoir une alimentation équilibrée est indispensable pour leur développement. Accumuler les mauvaises habitudes peut avoir des répercussions sur le long terme, comme de l'obésité, du diabète ou encore des problèmes cardiaques. Un fromage. Et oui, c'est intéressant et aussi rassurant pour les parents des demi-pensionnaires de voir comment sont réfléchis les menus. Je ne suis pas sûre qu'on y prête tous autant d'attention à la maison. Et puis d'ailleurs, bon appétit si vous êtes à table. Et rendez-vous demain dès midi, pas pour passer à table, mais devant votre télé. Très bonne journée à tous.